Au sommaire de cette édition, au Maroc, les négociateurs de près de 190 pays mettent un point final ce vendredi à Marrakech, à la 22e conférence de l'ONU sur le climat. Au Zimbabwe, des militants de l'opposition ont été frappés ce vendredi par des inconnus à quelques heures des manifestations anti-Mugabe. Et puis après leur tête-à-tête ce jeudi, le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est dit prêt à faire confiance à Donald Trump, le futur président américain. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Au Mali, en plus d'un scrutin qui, selon des observateurs, risque d'enregistrer le plus faible taux de participation de l'histoire du pays, les élections communales du 20 novembre prochain inquiètent l'opposition. Tentative de bourrage d'urnes par le parti au pouvoir, improvisation, assassinat de ses partisans, tels sont les mots que l'opposition dénonce et menace de ne pas reconnaître les résultats si la situation ne changeait pas. Alima Bentouré, notre correspondante sur place, pour le point. À quelques heures des élections communales au Mali, l'opposition dénonce les improvisations de dernière minute. Et voilà qu'à la date du 14 novembre 2016, moins d'une semaine avant le scrutin, le ministre de l'administration territoriale, par une lettre laconique, informe la classe politique de la poursuite du processus électoral sur la base de la loi abrogée. Force est de constater que la dite lettre a rajouté à la confusion et aux imperfections graves, pour ne pas dire aux improvisations, qui caractérisent le processus électoral. La campagne électorale qui s'est ouverte le 4 novembre dernier se déroule dans l'insécurité par endroits, notamment à Douanzan, à 710 km de Bamako, où 2 cas de meurtre sont dénoncés par l'opposition. Hier, le directeur de campagne de la liste PSP de Douanzan a été assassiné alors qu'il était en campagne. Avant-hier mardi, un militant de l'URD, ami du député URD Amadou Maïga, élu à Douanzan, a été assassiné à Douanzan, sa dépouille déposée devant sa porte par ceux qui ont fait le forfait. L'opposition dénonce également des irrégularités flagrantes en rapport avec les bulletins de vote que le RPM, parti au pouvoir, aurait déjà confectionnés en vue de bourrer les urnes. Il y a 2 jours de cela, alors que nous nous acheminons vers la fin de la campagne, il nous est revenu de constater que des spécimens de bulletins autres que ceux délivrés par l'administration, ainsi que des bulletins de vote ont été découverts dans plusieurs circonscriptions électorales du pays, notamment à Dioïla, dans les communes 4, 5 et 6 de Bamako. Cette situation est une grave atteinte à la transparence et à la sincérité du scrutin et risque de compromettre dangereusement le bon déroulement du scrutin du 20 novembre 2016. Les partis politiques de l'opposition affirment être en état d'alerte. Ils promettent par conséquent de ne pas reconnaître les résultats de ces élections si la situation ne changeait pas. Au Zimbabwe, au moins 6 militants de l'opposition, dont le frère de l'ancien journaliste Itai Zamara, porté disparu depuis mars 2015, ont été frappés par des inconnus ce vendredi. C'était à quelques heures de manifestations prévues contre la corruption au sein de l'État et l'introduction prochaine sur fond de crise économique de billets d'obligation, une nouvelle monnaie qui ne dit pas son nom. Selon Sylvanos Moudvova, membre actif du mouvement Tajamuka, à la pointe de la contestation contre le président Robert Mugabe, les militants ont été kidnappés et les voitures appartenant à 2 d'entre eux incendiées tôt ce vendredi matin. Toujours selon lui, 3 des 6 opposants kidnappés ont été relâchés et admis à l'hôpital après avoir été passés à tabac en rase campagne. Les 3 autres personnes enlevées sont toujours portées disparues. Pendant ce temps, au Mozambique, selon un nouveau bilan, au moins 73 personnes ont été tuées ce jeudi dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne. Le précédent bilan donné par le gouvernement faisait état d'au moins 43 morts et 110 blessés. L'incident s'est produit alors que des citoyens tentaient de prendre de l'essence depuis un camion-citerne dans le district de Mouatissé, non loin de la frontière avec le Malawi. D'autres précisions sur le drame avec le porte-parole du gouvernement. 120 personnes ont été emmenées à l'hôpital, 43 d'entre elles sont mortes sur le coup et une autre à l'hôpital. Parmi les personnes admises, il y a 2 femmes enceintes, 17 enfants et un total
de 45 blessés graves, dont des cas de brûlure au 3e degré. Ça nous inquiète et c'est pourquoi l'équipe médicale est en train d'être renforcée à tous les niveaux pour surveiller de près les victimes. Il est possible que le feu ait été causé par la combustion de l'essence. Nous avons peu d'informations. Mais il s'avère aussi qu'un petit feu se serait produit à l'intérieur du camion-citerne au niveau de l'endroit où l'essence sort et cela aurait aussi pu être la cause du feu. Nous ne savons pas exactement comment le feu s'est produit. Des experts viendront pour déterminer les causes. Le gouvernement de province a appelé à la solidarité au sein du pays sous forme de biens, de boîtes, de linge, de transport et nourriture pour aider ces familles. Les États-Unis ont annoncé ce jeudi qu'ils allaient proposer au Conseil de sécurité d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud. Le but est d'empêcher des atrocités de masse. Mais la Russie a rejeté l'idée et la Chine s'est montrée réticente. Ces deux pays pourraient utiliser leur droit de veto pour bloquer l'initiative américaine soutenue par le Royaume-Uni et la France. Selon le projet de résolution américain, l'embargo serait mis en place pour prévenir la vente ou le transfert vers le Soudan du Sud d'armes et d'équipements militaires. Les Tunisiens sont plongés depuis hier dans un passé douloureux avec l'ouverture en direct à la télévision des auditions publiques des victimes de la dictature. Ces auditions constituent une étape historique en vue de la réconciliation nationale. Les images. 6 ans après la révolution, les victimes de la dictature n'ont toujours pas réussi à tourner la page de ce chapitre sombre de leur vie. Ces audiences publiques sont donc une occasion pour ces hommes et femmes de raconter les exactions qu'ils ont subies sous les régimes du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, et du président déchu, Zine El Abidine Ben Ali. Mon frère est sorti manifester comme tous ceux qui manifestaient contre le régime autoritaire. Ils lui ont tiré une balle dans le cœur et il est mort sur le coup. Que son âme repose en paix. Après 6 ans, nous sommes venus pour entendre notre voix. La vérité concernant ce martyr est encore absente. Les différents témoignages sont censés permettre de donner corps au processus de justice transitionnelle lancé fin 2013 avec la création de l'instance Vérité et Dignité. Il s'agit d'une organisation chargée de faire la lumière sur les multiples violations des droits de l'homme des dernières décennies. D'autres auditions publiques sont prévues les 17 décembre et 14 janvier, 2 dates symboliques marquant l'anniversaire de l'immolation par le feu du vendeur ambulant Mohamed Bouazizi qui avait déclenché la révolution fin 2010, puis le départ pour l'Arabie Saoudite de Ben Ali début 2011. Ce journal se poursuit. 22e conférence de l'ONU sur le climat. Les négociateurs de près de 190 pays mettent un point final ce vendredi à cette rencontre à Marrakech. Cette réunion est censée progresser dans l'application de l'accord de Paris malgré l'incertitude créée par l'élection du climato-sceptique Donald Trump. Comment s'assurer que les 100 milliards de dollars annuels promis aux pays en développement seront atteints en 2020 ? Comment préparer le rendez-vous de 2018 ? Quelles informations les États devront-ils fournir sur leur politique en faveur du climat pour rendre le processus le plus transparent possible ? Voilà en résumé les grands aspects qui ont meublé les 11 jours qu'aura duré la 22e conférence de l'ONU sur le climat tenue au Maroc. L'accord de Paris conclu en 2015 véhicule que la communauté internationale s'est fixé comme objectif de contenir la hausse du thermomètre mondial bien en dessous de 2 degrés Celsius. Et il faut bien voir qu'actuellement, les engagements sont insuffisants pour respecter cette limite. Les pays développés se sont engagés à aider les pays en développement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et pour se protéger des impacts du réchauffement. L'aide qui sera financière concernera aussi les transferts de technologie et l'expertise.
Pour plaider leur cause, les pays en développement mettent en avant la dernière évaluation du programme des Nations Unies pour l'environnement. Cette étude évalue les besoins pour les seules actions d'adaptation entre 140 et 300 milliards de dollars annuels d'ici 2030. Dans la proclamation de Marrakech publiée jeudi soir et endossée par tous les États, figure un appel à augmenter le montant, les versements et l'accès au financement pour des projets climatiques. Ce texte est aussi une réponse à l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, qui a qualifié le changement climatique de canular pendant sa campagne. Parlons éducation à présent. Au Rwanda, l'université américaine Southern New Hampshire a été créée depuis 2015. Et la particularité de cette université est due au fait qu'elle est située au cœur d'un camp de réfugiés au Rwanda. Reportage. Assis devant des ordinateurs, ces étudiants suivent un cours d'insertion professionnelle. Dans une salle de classe avoisinante, d'autres composent en mathématiques. La scène semble banale, mais elle se déroule au cœur d'un camp de réfugiés au Rwanda. En effet, avec le soutien de l'ONG Kepler, l'université américaine Southern New Hampshire a été construite en 2015 dans le camp de réfugiés de Kisiba, situé à l'ouest du Rwanda. Cette année, 25 étudiants d'une vingtaine d'années ont entamé des études en communication ou en gestion. Ils sont 25 étudiants réfugiés qui poursuivent un cours universitaire en ligne qui dure entre 3 et 4 ans. Et ils finiront avec une licence dans leur domaine respectif qui est internationalement reconnu. I think Kepler was one of the solutions. Je pense que Kepler est l'une des solutions pour aider les jeunes réfugiés à accéder à des études universitaires et je pense qu'aujourd'hui, Kepler apporte de l'espoir à la jeune génération de ce camp. Encadrés par des professeurs, les étudiants réfugiés suivent le même programme que les étudiants américains. La mise en place d'une telle université dans un camp de réfugiés, comme celui de Kisiba, n'est pas sans difficulté. En effet, des panneaux solaires sont utilisés pour produire de l'électricité en vue d'alimenter les ordinateurs et la connexion Internet. Ce camp de réfugiés accueille plus de 17 000 réfugiés essentiellement d'origine congolaise. Pour finir, hors du continent africain, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a assuré ce jeudi que Donald Trump était un leader en lequel il pourrait avoir confiance. Et ce, après avoir été le premier dirigeant étranger à rencontrer en tête-à-tête le futur président américain. Même s'il n'a pas dévoilé la teneur de leur discussion, le dirigeant japonais Shinzo Abe a qualifié de chaleureuse et franche ses premières discussions avec Donald Trump, le successeur de Barack Obama. C'était à l'issue de sa rencontre de plus d'une heure avec le nouveau président élu des États-Unis dans son quartier général de Trump Tower à New York. Nous avons eu une conversation franche d'une durée considérable et dans une atmosphère très chaleureuse. Nous avons discuté de divers sujets. Je refuse de révéler des détails parce que le président élu Trump n'est pas encore entré en fonction et la rencontre n'est pas officielle. Nous avons convenu de nous rencontrer de nouveau pour discuter davantage de sujets plus larges. Notre alliance ne marchera jamais sans confiance entre les deux nations. J'ai réaffirmé ma conviction que je serai capable d'établir une relation de confiance avec Donald Trump. Mais ce baptême de feu diplomatique intervient alors que Donald Trump multiplie les consultations, y compris parmi les républicains, qu'il avait vivement critiqué pendant la campagne pour choisir le successeur de John Kerry au département d'État. Selon une porte-parole, les nominations devraient intervenir avant ou après la fête de Thanksgiving, le 24 novembre prochain. Après 8 jours quasi cloîtrés dans son quartier général, le magnat de l'immobilier devait poursuivre à partir de ce vendredi après-midi les consultations à Bedminster, d'où il ne rentrera que dimanche soir. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous.